Alors justement, qu'est-ce que doit être un roi? Quelle doit être sa formation? Le film permet pas beaucoup d'avancer en la matière, il ne faut pas que je le survende. Le Kevin, à un moment, va se secouer, mais il va se secouer, Stéphane Edouard m'a fait cette remarque, il va se secouer sous l'impulsion d'une femme. C'est vraiment ce qui va être l'aiguillon qui va lui donner un peu plus de bravoure, un peu plus de courage, un peu plus de capacité d'engagement. Ce que doit être la formation d'un roi, peut-être... mais moi, je pense que c'est la formation d'un roi, elle doit peut-être pas... Enfin, je souhaite qu'il n'y ait pas que le roi qui reçoive ce genre de bonne formation. Je pense qu'un roi, comme nous autres, comme beaucoup de jeunes gens, devrait être formé à l'admiration. C'est-à-dire que l'un des défauts de la... Mais peut-être que je délire comme plein tube et donc tu me couperas. Non, Hein. non, non, pas de problème. Mais je pense que l'un des défauts de la culture actuelle qui passe beaucoup par Internet, qui fait beaucoup de bonnes choses parce que les gens découvrent des tas de savoirs sur des choses très variées et ils augmentent le champ de leur connaissance, c'est très bien. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression que c'est une culture très horizontale où on va picorer des petits bouts des uns des autres et on n'est pas confronté à... on saisit moins l'importance, la force d'un savoir particulier. Si je prends par exemple l'image de la peinture, le travail du peintre, l'éducation d'un jeune homme à la peinture, c'est des visites perpétuelles, continuelles, répétées dans les musées, c'est la pratique du dessin, la connaissance de l'anatomie, etc. C'est vraiment tout un... On met des années à maîtriser ça, et je pense que bon, les jeunes gens, ça leur manquerait. Le roi, l'exercice de l'admiration, oui, bah, qu'il ait des vues diverses sur le monde, qui bouge, qui soit éduqué au courage, à la bravoure, aux relations humaines, mais aussi à des domaines comme ça, qui puisse aussi se payer le luxe d'approfondir quelques domaines. Peut-être que Louis XVI et ses serrures n'étaient pas fous. Alors le film a... Mais elle est con ma réponse. Hein. le film Elle est à côté, mais bon voilà, Non, c'est le truc qui m'a passé par l'esprit à ce moment-là. mais tout dont je trouve très intéressant de dire ça, on entend un peu tout sur la question de l'éducation que devrait recevoir le prochain roi, et finalement, l'éducation qu'ont reçue les prétendants au trône actuel, elle est assez similaire à celle qu'ont reçue des rois et des princes il y a 100, 200, 300 ans, et on essaie un petit peu Ouais. de la matiner avec on va apprendre ce qu'est le monde moderne, donc on va aller travailler, on va faire, etc. etc. Comme j'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne option, mais effectivement, il y a un côté dans ce que tu proposes Ouais. pour l'éducation du roi que je trouve justement en décalage avec le temps et qui moi, m'intéresse parce que pour moi l'éducation du roi doit être en décalage avec le temps. Pardon, doit être en décalage avec le temps. Si on poursuit sur l'éducation du roi, euh, le, je vais juste me baser sur une expérience perso et sur ce que je souhaiterais pour mes propres enfants. J'aimerais qu'ils fassent de l'autostop. J'aimerais qu'ils parcourent de nombreux kilomètres en autostop parce que il y a quelque chose de formidable dans l'autostop, c'est que les gens qui te prennent en stop ne te demandent pas qui tu es et toi tu leur demandes pas qui ils sont. Tu veux vraiment aller quelque part, t'en as marre d'être sur le bord de la route et eux veulent juste te rendre service. Et ce que tu comprends rapidement en faisant de l'autostop, c'est que si tu parles, tu iras plus loin. Tu iras peut-être pas plus loin de beaucoup, c'est-à-dire tu feras peut-être 2 km ou 5 km de plus, mais c'est 5 km qui seront intéressants parce qu'ils vont te poser à un endroit où tu pourras repartir facilement et tu ne vas pas être au milieu d'une rocade entre deux rails de métal et avec des voitures qui arrivent à toute vitesse. Donc, donc tu te mets à parler. Des fois, tu dis des grosses conneries. Tu ne t'intéresses pas au foot. Tu dis ouais, ouais, il y a cette équipe là, le PSG, ils sont bons, ceux-là. Oui, je crois qu'ils sont bons. Enfin, voilà. Mais tu sors de toi-même. Et je pense que le roi, ça serait pas mal qu'il fasse quand même un petit tour de France du royaume, et qu'il fasse une petite coupe comme ça, un petit carottage à l'horizontale à travers ces sujets pour voir. L'expression n'est pas très belle, mais pour voir un petit peu de quoi sont faits les gens qui composent ce pays. Voilà. Comme Et, dans et, ce- et, Cheers. et en fait, c'est formidable parce que les gens, l'habitacle de la bagnole, ces gens qui te prennent en stop savent très bien que tu ne les verras pas une autre fois dans leur vie. Enfin, que c'est la seule occasion qu'ils verront dans leur vie.
Et donc, il se livre. Tu montes dans une bagnole et un mec, au bout de 2 minutes, te dit ma femme, c'est pas possible, j'aime bien aller en Espagne parce qu'elle est prostituée, machin. Enfin, tu dis, oh là. Et tu n'aurais pas ce genre de confidence ailleurs. Donc, un roi autostoppeur, un grand panneau. C'est le côté un peu psychologue de l'étranger, c'est-à-dire on ne connaît pas, on ne le reverra jamais, donc Ouais. on peut lui sortir tout ce qu'on a à lui sortir. Ouais. Je crois que Freud avait dit un truc comme ça à un moment. Et oui, effectivement, ça pourrait permettre au roi de France de mieux connaître un petit peu le cœur de ces sujets, quoi. Ouais, je pense que c'est pas mal ça. Jean Raspail, dans un de ses plus grands succès, Cire, avait un peu imaginé ça. Alors en fait, le roi se baladait à cheval. Ouais. Il faisait une longue randonnée à cheval à travers la France, et donc il rencontrait un peu différentes personnes. Il arrivait à comprendre que il n'attendait pas son retour, quoi, nécessairement. Ouais. Il y avait un côté très dramatique dans ce film. Ouais, pourquoi pas à cheval, ça peut susciter des sympathies aussi. Je pense que l'autostop, pour le coup, serait une meilleure idée, à mon avis. Ouais, sans le Mieux cheval. comprendre, parce que le cheval, en plus, ce sera un petit peu compliqué tous les soirs, Ouais. mais oui, ce serait une idée à explorer. Alors, dans le film Kevin Premier, Ouais. il y a tout un versant un peu comique, en fait, j'ai l'impression, par rapport à un sujet qui pourrait être très sérieux, celui Ouais. du royalisme, qui se veut en tout cas constamment très sérieux, qui va être reconnu par la République. Donc Kevin Premier, il a l'air d'avoir un petit peu de l'humour autour des personnages de ces deux militants royalistes qui se rendent compte qu'en fait, quoi qu'il se passe, ils ont un petit peu foiré Bah, si tu veux, eux composent déjà un duo comique, c'est-à-dire que tu as un contraste de style, tu as un contraste de tempérament, tu as un peu Laurel et Hardy, c'est une vieille ficelle, mais enfin je pense qu'elle fonctionne. Là, ce sont deux comédiens que j'ai déjà testés dans des précédents films, donc je sais qu'ils aiment jouer ensemble, ils ont déjà des réflexes, ils savent comment interagir, et ça c'est assez précieux. Il y a d'autres éléments comiques que tu connais peut-être pas. Il y a l'un de ces personnages est donc assez carré, assez rationnel, et puis tu as l'autre personnage qui est assez artiste, assez fantasque, et lui a des actions, il a fondé le FLIC, le Front de Libération Capétien, et il procède à des flicages. Donc je sais pas si tu es allé sur la page du FLIC. Oui, T'as vu la page du FLIC? J'ai vu que tu en as parlé dans d'un petit Ouais. démo Ouais. dessin animé, on va dire, quoi, sur le sujet. J'ai vu aussi que... Bah, il y a une page, il y a une page du FLIC sur Internet, flic.fr. C'est peut-être sur ça que j'étais tombé. Ouais. Et donc on envoie sur la page du flic, il fait des flicages, il a son rouleau de peinture et il libère quelques mètres carrés à chaque fois. Alors toujours des objectifs extrêmement stratégiques, un abribus, un banc, C'est la photo que j'avais vue, effectivement. oui. Il faisait le tour de la rue de bus. une poubelle, enfin, etc. Et donc ça, en soi, bon, c'est déjà amusant, mais c'est vrai qu'à un moment, ça prend une dimension un peu plus énorme. C'est que faisant ces flicages, il est repéré par des petits jeunes gens un peu branchés qui sont persuadés qu'ils ont affaire à une manifestation d'art contemporain et qui l'invitent dans une biennale de sculpture en plein air. Donc nos royalistes vont foutre le souk là-bas avec leur flicage et leur drapeau à fleur de lys. Voilà, on voyage un petit peu, on ne reste pas dans des salons à philosopher sur le roi, et les personnages se révèlent dans le cadre de ces actions. Alors je me suis posé la question en lisant le pitch d'abord sur Internet il y a un peu de temps. Je me suis dit, Louis XVII qui a 200 ans, etc. Est-ce qu'il y a une petite référence au nondorfisme Non, non, je trouve ça touchant, je trouve ça amusant qu'il y ait des gens qui aient pu croire à ça. Alors pour moi, la petite référence, c'est plutôt le surnaturel, si tu veux. Moi, je reliais l'histoire des 200 ans ou des plus. J'ai même pas calculé, je sais même pas quel âge lui ferait Louis XVII s'il mourait maintenant. Donc pour moi, c'est un élément de fiction. Je suis même pas, j'ai pas fouillé le truc. Mais je reliais ce surnaturel. Après tout, pour moi, ce surnaturel pouvait exister parce qu'il y avait, dans l'origine même des rois de France, quelque chose de surnaturel. Donc, on en a parlé précédemment, je disais que les rois de France sont apparentés dynastie après dynastie, que les Capétiens ont épousé un peu les Carolingiens qui voulaient remplacer, et que les Carolingiens avaient fait de même avec les Mérovingiens. Et Mérové, qui est le premier maillon de cette longue chaîne, a une origine qui est un peu fantasque, puisqu'il est censé être le fruit d'une union, d'un viol, d'une princesse franque qui est allée après une baignade roupiller sur le bord d'une plage et un monstre marin est sorti pour la féconder. Donc
si les rois de France ont dans leur arbre généalogique le monstre du Loch Ness, pourquoi ne pourrait-il pas avoir la possibilité de vivre 200 ans dans certaines conditions? Pourquoi pas? C'est vrai que dans la Bible, constamment, les rois Ouais. d'Israël, les prophètes, etc., vivent toujours des milliers d'années, Ouais. des centaines d'années. D'abord des milliers, puis des centaines, puis après, ça devient de moins en moins, plus on se pervertit. Alors on peut imaginer un petit retour de flamme, de spiritualité, Ouais. et qui ferait que Louis XVII ait vécu, effectivement. Alors, je crois qu'il est né en 1785, donc ça lui ferait un peu plus de 240 ans. Ah merde, je suis complètement à côté sur mes calculs. Bon, bah écoute, voilà. Merci. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ouais. Alors, effectivement, c'est bien d'aborder un petit peu le royalisme d'une autre manière et d'essayer d'avoir un ressort un petit peu comique. Est-ce que tu n'as pas peur que des royalistes jugent que ce n'est pas assez sérieux pour eux et que le royalisme c'est une question sérieuse et que du coup on ne peut pas faire un film comme ça sur le sujet? Je sais pas. Je pense que le problème des royalistes, c'est leur invisibilité. C'est qu'ils n'existent pas. Ils devraient déjà chercher à exister pour apparaître comme une solution possible dans toutes les propositions qui sont faites actuellement pour réformer le système politique. Donc, enfin, les personnages du film sont pas ridicules. C'est une comédie, mais on comprend que leurs aspirations, elles sont sincères. On comprend qu'ils n'en tirent aucun avantage, que c'est désintéressé, qu'ils engagent leurs économies, qu'ils engagent leur temps. Donc ils sont pas, c'est pas des personnages négatifs. Ils sont comiques, mais ils sont pas. On les prend plutôt en affection en fait. Et je pense qu'au total, hein, c'est plutôt une bonne opération de com. J'avais été frappé par un papier que j'avais vu, je sais pas si c'est dans Le Monde ou dans un autre canard comme ça, peut-être pas Le Monde justement. À l'époque de l'affaire du Sentier, il y avait une grosse arnaque dans le Sentier qui portait sur, je sais pas, peut-être même des dizaines, centaines de millions d'euros. Et le type qui signait le papier avait ironisé, avait dit bah, c'est à ce moment où on a sorti La vérité si je mens. Après tout, c'était une excellente opération de com. Faire rire de soi, apparaître sous un dehors sympathique, c'est jamais mauvais. Voilà. Les royalistes, comparaison, ils ont rien à se reprocher, quoi. Enfin, je connais pas de royaliste qui est tapé dans la caisse, quoi. C'est vrai, c'est rare. Moi, je dis souvent, les royalistes avant étaient une menace au 19e siècle, fin du 19e, Ouais. début du 20e. Ensuite, ils sont devenus une plaisanterie, Ouais. puis maintenant, ils ne sont plus rien. Donc, je dis, il faudrait déjà chercher à redevenir une plaisanterie pour redevenir une menace après. Ouais. Mais c'est vrai que beaucoup de royalistes ont parfois l'air de se prendre très au sérieux et d'imaginer qu'un royaliste, ça doit être comme ça, comme ça, comme ça doit aller à l'église tous les dimanches, ça doit ne jamais mettre en cause le dogme qui Ouais. entoure la royauté. Et je trouve que c'est un petit peu dommage, et je trouvais que c'était intéressant dans ton film justement de montrer qu'un royaliste, c'est aussi un être humain, et Ouais. il espère quelque chose, et puis peut-être qu'au bout d'un Ouais. moment, il se rend compte que sa vie, il a passé à espérer ça, et que finalement, il ne s'est pas passé grand-chose, et puis il lui arrive un petit événement, et il va capitaliser sur cet événement. Il va essayer, Ouais. avec Kevin, de former un roi, quoi. Ouais. C'est quoi ta question? Il n'y a pas de question. Non, mais alors, ouais. Mais non, mais ça me suggère quelque chose. C'est-à-dire que tu disais, est-ce que c'est bien recevable d'en faire une comédie? Mais je ne sais pas par quel bout tu prends le royalisme, mais pour moi, on est royaliste pour différentes raisons, mais l'une de celles-ci, c'est on est un peu frondeur, on aime la liberté, on déteste le bourrage de crâne, et vivre en République, c'est entendre perpétuellement des gens te dire tu dois penser ça de ceci, tu dois ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc. Donc pour moi, les royalistes sont des gens épris de liberté et plutôt fantaisistes, plutôt imaginatifs. Alors c'est vraiment qu'il y ait une... On comprend après, si un combat qui dure 200 ans, ça peut user, ça peut émousser, ça peut fatiguer. Il faut vraiment qu'il y ait une grande usure pour que ce qui normalement est notre qualité constitutive disparaisse. Mais bon, voilà, on va frotter un petit peu, on va faire sauter quelques couches de vernis, puis je suis sûr qu'il y a plein de royalistes, plein d'imagination qui vont ressurgir. Alors, toi, comment tu es tombé dans le royalisme?
Graduellement, c'est-à-dire que la statue de la République était probablement solidement constituée, il a fallu que je l'attaque par plusieurs petits bouts. L'autostop dont je parlais peut être un de ces petits bouts, c'est-à-dire qu'en faisant du stop et en rencontrant toutes sortes de personnes, je me suis rendu compte, et je pense que ça a mis un petit germe dans mon esprit, qu'en France il y avait pas mal de talents, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui savaient faire des tas de trucs, des gens compétents dans leur parti. On tombait pas, c'était rare de tomber sur des crétins. Tout le monde avait un petit talent assez développé professionnellement ou voilà. Donc un peuple de bonne qualité, que tout le monde voulait à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'à part quelques maboules, moi j'ai fait beaucoup de stops, hein, donc j'ai vraiment vu des dizaines, si ce n'est des centaines de personnes. À part quelques maboules, tout le monde est à peu près d'accord pour payer des impôts. Bon, ils sont toujours trop élevés, mais les gens comprennent que c'est normal. Tout le monde est à peu près d'accord pour qu'il y ait un État. Tout le monde est à peu près d'accord pour que les forces armées soient correctement équipées. Tout le monde est à peu près d'accord pour que les hôpitaux fonctionnent mieux. Donc les gens veulent la même chose. Les gens sont talentueux. Les problèmes perdurent. Donc, déjà, ça avait mis un petit doute dans mon esprit. Je me suis dit, tiens, il doit y avoir une perte à un moment. On n'arrive pas à transformer une bonne situation et au niveau politique, ça doit coincer. On ne doit pas faire ce qu'il faut. On ne doit pas avoir le bon outil. Après, mon royalisme est quand même lié à des circonstances et je crains de devoir m'opposer à toi sur la question des élections. C'est-à-dire que mon royalisme, il a été probablement accéléré par la campagne électorale de 2007. 2007, c'était Ségolène face à Nicolas Sarkozy. Donc en soi, ça me posait une question. Je me disais, quand même, ne pas avoir une autre affiche que celle-ci, faut-il que ce système soit imparfait? Et c'est la campagne où Yves-Marie Adeline s'est présenté, a tenté d'avoir ses 500 signatures. Il a eu la chance, puisque Ségolène Royal, les royalistes, etc., de faire quelques plateaux de télévision, de passer dans quelques émissions. Il a exploité cette chance avec intelligence. Et donc, moi, et peut-être quelques autres personnes, j'ai pu découvrir un petit peu un royaliste avec un discours un peu articulé. Et je pense que ça a été l'étincelle. Mais une étincelle qui est venue après un vaste édifice. Mais ça s'est fait graduellement. C'était pas familial. C'était pas familial. Voilà. Donc c'est possible. Ça s'est pas trop fait par des lectures, tu vois. C'est pas trop par ça. C'est un peu l'expérience. Est-ce que tu savais qu'il existait un mouvement royaliste avant cette élection présidentielle de 2007? Parce que 99,9% des gens vont dire qu'il existe un mouvement royaliste. Donc, est-ce que toi, tu avais une idée, tu savais qu'il y avait un petit truc? Ouais, je pense que j'en avais conscience. C'est-à-dire que j'étais plutôt, quand j'étais plus jeune homme, j'étais plutôt intéressé par la politique. J'étais plutôt, je suivais ça fiévreusement. C'est-à-dire que savoir si machin allait l'emporter sur truc et je me passionnais pour ça. C'est un peu bizarre. Et donc, probablement que j'avais déjà intégré qu'à l'extrême, à une des extrémités du champ politique, il devait y avoir un petit truc comme ça. Donc, mais sans jamais penser que ça puisse être pour moi, quoi. Voilà. Je l'avais localisé et étiqueté. Il y a un truc dans des souterrains se réunissent des gens pour des trucs sans importance. J'avais dû penser les choses de cette façon-là. Si tu veux, voilà, il me manquait quelque chose, il me manquait une pièce du puzzle pour aller les voir et voir qui ils étaient. D'accord, donc là on voit ce qui t'a amené vers le royalisme, mais qu'est-ce qui a fait que tu es devenu royaliste? Du coup, après, donc tu as pris conscience qu'il existait un groupe royaliste, tu t'intéressais à ça, mais qu'est-ce qui a fait la doctrine En fait, alors je sais pas qu'est-ce qui a fait, mais peut-être que ma réponse peut peut-être t'éclairer. J'ai le souvenir, je te parle de quelque chose qui remonte à une dizaine d'années, j'ai le souvenir d'une période qui était assez pénible, parce que le garçon très correct et très épris de politique se mettait à avoir de mauvaises pensées. Et j'ai eu quelques mois où j'ai tenté de mettre le royalisme, qui me paraissait de plus en plus, je sais pas, j'avais dû grappiller quelques textes sur internet, qui me paraissait de plus en plus quelque chose de sensé politiquement. Je tentais de réfuter ça, je tentais de mettre ça au banc d'essai, et j'étais très très chagriné de voir que j'y arrivais pas, que
que ça tenait debout. Voilà. Donc c'est un empilement de, peut-être, je sais pas, d'articles, de commentaires trouvés sur Internet. J'ai pas le souvenir d'un bouquin. J'ai pu être pris par l'écriture de Bainville, par sa petite histoire de France. Ça a pu composer un élément parmi d'autres, mais je sais pas. Je serais incapable de le nommer, tu vois. Tu regarderas les bouquins qu'il y a chez moi, je pense pas qu'il y ait beaucoup de... Il y a les bouquins de Daudet, parce que c'est rigolo de lire Daudet. J'ai regardé tout à l'heure. Puis en plus, là, la plupart de mes bouquins sont pas là. Non, je te déçois. Pas du tout. Pas du tout. Simplement, d'habitude, les gens donnent une réponse genre c'est arrivé à tel moment, parce que j'ai Mais non, mais moi, tel truc. et j'ai glissé, ça s'est fait sur plusieurs mois, quoi. Mais du coup, je comprends mieux un petit peu le schéma général de ta pensée. C'est-à-dire que c'est une évolution. C'est-à-dire qu'à un Ouais. moment, je pense qu'il y a un mélange un peu de sentiments et de raison. Ouais, C'est ouais, vers le ouais. royalisme. Ouais, de choses qui me semblaient tirer de l'expérience, de ce que j'ai pu voir, de comment fonctionnait notre système. C'est intéressant parce que je crois que le royalisme, c'est à peu près le seul groupe humain où tu vois des gens surtout qui n'ont aucun rapport des fois ensemble dans leur schéma de vie et tout. Des gens qui ont grandi dans une famille ultra royaliste, Alors, ou d'autres qui, au contraire, ici, en toute honnêteté, mais je sais pas, faudrait un psy là. Si on gratte, il y a quelque chose de royaliste dans ma famille, mais on n'en parlait pas. De très royaliste, hein. Mais c'est-à-dire que politiquement ou philosophiquement militairement. Ah, militairement. Non, c'est-à-dire que mes ancêtres étaient des derniers défenseurs de Louis XVI dans la cour des Tuileries le 10 août 1792. Ah, c'était les gardes suisses. Ouais. Ah oui, Mm. alors dans ce cas-là. Mais truc dont on n'a jamais parlé, enfin, je savais que ça existait, j'ai des textes là-dessus qui viennent de ma famille, donc ils ont participé à la bataille, ils sont même allés, pour certains, s'engager dans la chouannerie, si tu veux. Donc, ils étaient mordus. C'est vraiment parce que j'ai lu un livre un jour justement sur ça, donc sur les gardes suisses, et qui parlait de ceux qui avaient réchappé au massacre Ouais. et qui avaient Moi, refait un petit peu leur vie à droite, à gauche. Ouais, je suis preneur. J'avais pensé retrouver un jour un héritier de Ouais. tout ça. Alors on m'expliquait qu'il y en avait qui étaient repartis un petit peu chez eux, parce Ouais. qu'ils en avaient assez vu, mais en fait il y en avait plein qui étaient restés et qui après Ouais. étaient tombés effectivement dans la chouannerie. À chaque fois j'utilise le terme tomber, donc ils avaient rejoint la chouannerie. Et certains avaient rejoint après la maison militaire du roi, de Louis XVIII. Donc on voyait des vieux de la vieille qui étaient là et qui avaient connu les affres de 1789 et même après, et qui servaient Louis XVIII. J'ai toujours trouvé ça incroyable. Voilà. Pareil pour la garde pontificale, ça m'a toujours trouvé ça admirable. Et donc du coup, il y avait quand même ce petit côté poésie, il y a ce petit côté justement, presque du surnaturel en quelque sorte, comme si on t'avait transmis quelque chose d'il y a 200 ans, quoi. C'est un sujet qui devrait être éclairé par des psys, parce que peut-être qu'il y a des choses qui se transmettent comme ça. Peut-être qu'on a des fidélités. Ou par un prêtre. Ouais. Et alors, Duc d'Anjou, comte de Paris C'est difficile de choisir, ils sont tous super. Moi, je suis kéviniste à la base. Non, mais je sais pas, c'est pas ma question. C'est pas ma question, et pourquoi ce n'est pas ta question alors? parce que quel que soit le roi qui viendra, je serai terriblement heureux. Donc, je vais pas, je vais pas bouder mon plaisir. Ils sont super, ils sont grands, ils sont beaux, ils ont la tête sur les épaules. Ils sont grands, ils sont beaux. Peut-être pas tous les princes de la famille royale qui sont... Ils sont tous grands. Ils sont tous grands. Ils sont tous beaux, c'est une autre question, mais c'est vrai que généralement les filles sont assez attirées par le candidat, on va dire, franco-espagnol. Ouais. Et par contre, en comparaison, les mecs le détestent beaucoup, parce qu'il parle, on dit souvent il parle avec un accent espagnol, alors le pauvre, c'est peut-être pas sa faute non plus, mais ça gâche un petit peu le truc. Mais on peut pas spécialement dire... Non, mais moi je prends un roi quel qu'il soit, quoi, y a pas de souci. Quel qu'il soit. Même si c'était ni l'un ni l'autre, d'ailleurs, même si c'était ni un héritier du comte de Paris, ni du d'Anjou. Ouais, à la limite, ouais. Donc ça pourrait être quelqu'un qui... Je préférais que ce soit un héritier. Non, je préférais qu'il y ait une continuité. Mais le retour de la royauté sera lié à des événements imprévus. Et parmi les facteurs d'imprévisibilité, il va y avoir celui-ci. Peut-être que ça va déjouer nos calculs. Bon. Après,
faudra s'en accommoder, on pourra peut-être faire quelque chose avec. Hein. Alors j'ai envie de te poser la question inverse que tu m'avais posée tout à l'heure. Tu m'avais dit quelles sont les barrières au retour du roi. Ouais. Moi j'ai envie de te demander qu'est-ce qui pourrait faciliter le retour du roi? Qu'est-ce qui pourrait, dans les années à venir, faciliter le retour du roi? Bah, deux choses. Les deux sont d'importance. La première, c'est le... Moi, je suis un tantinet... comment dire ça sans faire fuir les gens. Je suis un tantinet survivaliste, je fais du cinéma à bout de ficelle, et je pense que la situation du pays va se dégrader. Je pense qu'il va y avoir une rupture, un décrochage, et je pense qu'avec une autre situation, les cartes sont rebattues. Je pense que le système actuel, ça marche par temps calme, ça marche quand ça tourne à peu près en roue libre sur sa lancée. Mais quand de vrais problèmes se posent, des problèmes de comment les gens font pour subvenir à leurs besoins, pour bouffer, pour payer leurs factures, parce que beaucoup de comptes se sont dégradés, je pense que le système politique est susceptible de voler en éclats et qu'on peut réclamer autre chose. Et le roi sera évidemment une des possibilités d'autre chose. Et l'autre élément structurel qui pourrait expliquer que ça se produise, c'est la jeunesse sur Internet. C'est-à-dire que je crois qu'il y a beaucoup de jeunes sur Internet qui sont d'une grande curiosité et qui vont voir toutes sortes de contenus, y compris ceux qui ne sont pas fléchés, et de préférence ceux qui ne sont pas fléchés. Je pense que les partis politiques enregistrent très très peu de visites sur leur site, que les gens n'ont rien à foutre de voir des vidéos des jeunesses socialistes ou des jeunesses UMP ou de je ne sais quoi, et qu'il y a une prime donnée à l'originalité, enfin des choses qui tiennent debout, et donc on serait vraiment mal inspiré de pas répondre à ce besoin. C'est-à-dire qu'on a pour une fois la possibilité de rentrer directement en contact avec un public qui est réceptif. Mais tu penses que la situation du pays rend la jeunesse un peu plus réceptive aux idées royalistes? Je pense qu'elle est, elle est réceptive aux idées alternatives. C'est-à-dire que je pense que l'un des traits caractéristiques de la jeunesse actuelle, c'est son scepticisme, je parle de la jeunesse, quand j'entends jeunesse, j'entends les gens qui ont été éduqués aux images, qui ont été éduqués à la manipulation et qui savent flairer, dès qu'il y a un type qui baratine, qui savent flairer le mec qui est en mission pour essayer de rabattre à droite, à gauche et que le contenu est faible. Et je pense que la jeunesse de France, elle a des tas de défauts, mais elle est quand même, je pense qu'elle est d'une grande curiosité. Bon, elle va aller massivement sur des sites grand public et avoir des loisirs un peu bas de gamme, mais il y a des gens qui cartonnent sur des trucs qui sont pointus, et donc parmi ces trucs pointus, elle peut, mais il faut fournir les contenus, et c'est ce que tu fais, elle peut aller sur des contenus royalistes. Elle peut se dire, putain, ça tient la route, ça. Et alors là, on a vu la possibilité, comment le roi pourrait revenir sur le trône. Imaginons, il revient sur le trône, qu'est-ce qui fera la différence avec la République? Qu'est-ce qui fera que la royauté sera une question différente de celle qui a été la République pendant 2 siècles? Bon, je pense que l'ambiance va être différente. Moi, ce qui me rend la République particulièrement insupportable, c'est le bourrage de crâne permanent. Peut-être que je suis un peu chochotte, mais j'ai l'impression on passe son temps à me dire c'est pas bien, ça, non, il ne faut pas que tu penses ça. Je pense que la royauté sera plus zen, que la royauté aura plus les moyens de gouverner, et du coup, elle ne va pas nous casser les couilles en permanence avec des tas de mots d'ordre et des tas de slogans et des tas de campagnes. Ça m'insupporte. Je suis grand, je suis capable de voir là où est le bien, où est le mal, et si j'ai un doute, il y a d'autres personnes auxquelles me s'adresser plutôt que des journalistes. Donc ça, déjà, quel soulagement, quelle respiration, quelle tranquillité de vivre en royauté. J'ai été frappé, l'un des bouquins que je préfère, c'est les lettres de la princesse Palatine. Elle, qui était une étrangère, avait noté ça, elle écrivait ça à ses correspondants en Allemagne, qu'en France, tu as le droit de penser ce que tu veux. Elle parlait de l'Ancien Régime, elle ne parlait pas de la République. Tu as le droit de penser ce que tu veux, il faut que tu te montres à l'église, c'est important.
Faut pas que tu fasses de l'agite-propre contre le pouvoir, faut pas que tu rues trop dans les brancards, mais on va vraiment pas t'autopsier le cerveau pour savoir si tu penses mal ou bien. Euh, Moi, je suis assez nostalgique d'un temps comme celui-ci. Après, l'autre chose qui me ferait beaucoup de bien, qui me plairait beaucoup, je parle vraiment la première personne, je dis je suis désolé, c'est de sentir qu'il y a un pilote dans l'avion. Je trouve que c'est extrêmement anxiogène de se dire les trucs glissent, on est en roue libre, on ne sait pas trop ce qu'on va faire, il n'y a pas de plan pour les 5 ans à venir, il n'y a pas de plan pour les 10 ans à venir, on ne sait pas comment on va faire évoluer le pays, on essaye des réformettes, on sait que ça ne sera pas la réforme définitive. Comme je suis un garçon peut-être un peu carré, j'aime avoir des réponses à des vrais problèmes, quoi. Les faux semblants, au bout d'un moment, je trouve que c'est très anxiogène. Et pour moi, la royauté, c'est un système où allez, on donne quand même les possibilités à quelqu'un de faire quelque chose. C'est l'outil politique, si tu veux. L'ambiance et l'outil politique. J'ai apprécié quand tu as dit réformette, parce que je dis souvent ça sur l'éducation nationale pour laquelle je travaille. Je dis c'est une succession de réformettes, et c'est vrai que moi aussi, j'attends au moment où le roi reviendra qu'on ait des vraies réformes. C'est-à-dire, non pas simplement interdire le smartphone à l'école, mais quelque chose qui ne va même pas arriver d'ailleurs, mais quelque chose de vaste, quelque chose qui se transformera en profondeur l'ensemble. Donc je comprends parfaitement ce que tu veux dire sur le sujet. Alors, le roi est en place, donc du coup il y a quelqu'un dans l'avion, donc la France est à nouveau une puissance, on pourrait dire, mais tout ça c'est très hypothétique. Est-ce que ça arrivera jamais de notre vivant? Oh, si, ça arrivera. Ça arrivera, hein. Le décrochage, c'est notre vivant, quoi. C'est bientôt. Les comptes sont mauvais, à mon avis, là. Si le décrochage arrivait maintenant, par exemple, personne ne penserait à on a de la chance, c'est qu'il n'arrive pas demain, il arrive après-demain. Mais il faut bosser dur. Donc on a un peu de temps. Ouais. Alors, s'il y a quelques trucs à faire pour les royaumes, puisqu'on a parlé du roi, on a parlé du royaume, on a parlé de ton film, de ce que toi tu fais pour le royalisme. Tout à l'heure dans mon interview on a parlé de ce que j'essaye de faire pour le royalisme. Qu'est-ce que le royaliste de base, un peu comme tes personnages finalement dans le film, peut faire pour vraiment faire en sorte qu'on ne soit plus rien du tout, qu'on soit quelque chose, que le royalisme redevienne quelque chose, devienne une option quand tout partira en vrille? Bah, il faut que les gens rayonnent, il faut qu'ils s'associent. Il faut rester dans son coin et ruminer, c'est pas la bonne solution. Il faut qu'ils s'associent, il faut qu'ils trouvent près d'eux où il y a des royalistes. Il faut qu'ils examinent un peu leur talent, s'ils écrivent, s'ils peignent, s'ils chantent, s'ils dessinent, qu'ils trouvent des solutions. Il faut regarder ce que fait l'extrême gauche. Ils sont très inventifs, ils ont je sais pas, des AMAP, des brocantes, des coursiers à vélo, des batucadas. Il faut faire la même chose. Faut aller sur le site de Kevin Ier et m'envoyer des trucs. Non, je ne demande pas l'argent, mais en fait, je le signale parce que sinon on n'aura pas le temps d'en parler. Pour accessoiriser certains décors, je vais avoir besoin de posters, de gravures, de colis fichés, de fleurs de lys, de trucs comme ça. Il faut qu'ils m'envoient des trucs comme ça, il faut qu'ils s'inscrivent pour faire de la figuration. Bon, voilà, mais ça c'était, j'ai fait ma pub, désolé. Alors, non, tu as tout à fait raison. Alors je le dis du coup pour la vidéo, je vais mettre en lien en dessous de l'émission, enfin en dessous de la vidéo, le site de Kevin Ier. Donc allez-y et vous voyez si vous pouvez pas donner grand chose, hein, mais une petite fleur de lys, un poster, n'importe quoi, ça peut être utile. Et si vous pouvez faire de la figuration, si vous êtes donc dans la région parisienne, globalement c'est dans la région parisienne, ce serait pas mal, ça aiderait un beau projet qui sort un petit peu de ce qu'on a déjà vu 1 million de fois du côté des royalistes. Alors ça va commencer quand le tournage du premier? Le tournage commence en septembre de cette année. Après, probablement que ça va s'étaler un petit peu dans le temps parce que j'aime tourner effectivement dans une période resserrée. En général, on tourne sur 4 semaines, 5 semaines. Là, c'est possible que ça s'étale, que ça prenne l'ensemble de l'automne et puis jusqu'au mois de décembre. Mais grosso modo, on a le film à la fin 2018 et après vient le montage, l'étalonnage, le mixage, la musique originale. Et on devrait avoir le film pour
été 2019, pour juin 2019. Est-ce que Kevin a été casté? Parce que du coup, là, je suis... Non, Kevin n'a pas été casté. Kevin, en fait, je veux ouvrir le rôle de Kevin ainsi que 2 autres rôles à des stars, à des guests. C'est-à-dire que comme c'est des rôles qui... Alors Kevin est relativement important, mais il y a des rôles qui sont tournés en une journée et demie. Je peux proposer à des stars, c'est des choses qui se font, à des gens connus, de venir gratuit, pas payé, dans un projet original, casser un peu leur image. Et ça, ils le font en fait. De toute façon, ce sera un jeune homme. Ouais, On choisira- pour moi, il a 30 ans, il peut en avoir, disons qu'on a une certaine élasticité, il peut avoir de 25 à 35, pas trop quand même. Voilà. T'as une suggestion Non. Pas dans ton spécialement. entourage? En fait, dans la tête, d'un coup, Ouais. parce qu'on a dit Kevin, j'ai eu la tête de Kev Adams. Mais Ouais. je me suis dit, ce serait. Il faut un mec qui joue un peu les endormis, qui joue un peu les endormis, qui joue un peu les jeunes modernes. Quoi. ouais, les jeunes modernes qui sont restés trop longtemps face à la console de jeu, enfin voilà. Mais après, il va faire preuve de qualité, hein, c'est pas un naze, mais voilà, c'est à venir. Mais cette façon, je vais l'annoncer au fur et à mesure. Ok, est-ce qu'il y a déjà un autre projet après Kevin Ier qui portera encore sur le royalisme que tu auras en tête, mais ne serait-ce que voilà une petite idée, quelque chose? Oui, oui, mais bon, je sais pas. Bon, ben alors, Non, ça non, pour une émission après Kevin Ier, non. Ouais. et on fera une émission au moment où Kevin Ier sortira, et je vous dirai ce que j'en ai pensé. Merci Alexandre. Voilà, c'est tout pour nous. Thank you.